Au printemps 2022, l'association Futaie Irrégulière organisait ses 2e journées internationales. L'occasion pour elle de dresser le bilan sur le travail accompli ces 30 dernières années, mais aussi de dessiner avec ses membres les perspectives pour demain. Conférences scientifiques et techniques, visites de parcelles du dispositif et échanges sur le terrain ont ponctué ces 2 journées internationales. Entre rétrospective et évolution face aux différents enjeux de demain qui pèsent sur la filière forestière française, certains membres nous livrent leur regard sur les missions de cette association. La FI a 30 ans, donc 30 ans d'existence, un petit peu plus maintenant. Donc c'est vrai qu'au départ, il y avait beaucoup de choses à démontrer. La gestion des peuplements irréguliers, il y avait un certain savoir-faire de la part de différents gestionnaires, mais il n'y avait pas vraiment de données chiffrées et de cadre un petit peu plus formel. Il était important de montrer que cette sylviculture, ce n'était pas simplement du pragmatisme, qu'il y avait quand même un fondement technique et scientifique. Et donc, pour cela, il y a eu beaucoup d'avancées en termes d'andrométrique sylvicole sur la gestion des peuplements irréguliers. Face à ce constat, l'AFI est alors créée en 1991 à l'initiative d'experts forestiers et de chercheurs, afin d'étudier et de développer le traitement de la futaie irrégulière dans les peuplements forestiers français. Alors, quand l'AFI a été créée, c'était une sorte de bureau d'études, un mouvement plus général qui s'appelle ProSilva. C'est un mouvement européen. Il y a une ProSilva Europe, un ProSilva France. Et à sa création, il y avait un certain nombre de questions que l'on se posait. Par exemple, est-ce que c'est possible de gérer un irrégulier du chêne? Comment faire? Quel volume? Comment suivre les peuplements? Et donc, on a décidé dès le départ de créer un réseau de placettes permanentes. Des placettes permanentes, c'est des endroits où les arbres sont repérés et on peut y revenir régulièrement, ce qui nous permet de savoir comment ils réagissent par rapport à ce que nous, on a fait comme intervention à côté. Est-ce qu'ils poussent mieux, moins bien? Comment se comportent les différentes essences les unes par rapport aux autres? Comment, quand on a des mélanges chêne-hêtre, comment toutes ces 2 essences réagissent selon les différentes interventions qu'on leur applique? On s'est doté d'indicateurs donc comme le suivi du bois mort, les dendromicrohabitats sur les arbres vivants, etc. Et ça nous permet de suivre ces peuplements donc, qui sont à la fois gérés pour obtenir une certaine rentabilité, mais qui respectent aussi l'écosystème forestier. Beaucoup de personnes étaient convaincues par ce mode de traitement, mais se posaient la question de savoir si c'était rentable concrètement. Et donc, grâce au suivi économique qui a été mis en place sur les différentes parcelles, on a pu montrer tout l'intérêt aussi et le bien fondé de cette gestion. Ces rencontres sont aussi un moyen pour l'AFI de se questionner et d'améliorer le suivi mis en place à travers son réseau. Donc nous, à l'AFI, on est dans le cadre d'une recherche appliquée qui est assez opérationnelle et concrète en lien avec la gestion. Là, l'intérêt de ces 2 interventions, autant Marc-André Sellos qu'Antoine Kremer, c'est d'aller un petit peu plus loin et de s'appuyer sur de la recherche fondamentale pour nous donner des pistes d'amélioration, de mieux intégrer, nous, en tant que forestiers, dans notre gestion, j'allais dire, courante de tous les jours. La perspective pour l'évaluation, c'est pas de se transformer en microbiologiste, c'est pas d'amener des acariens. Ça, c'est une logique un peu de béquille. La logique, c'est d'arriver à trouver, par exemple, dans la végétation spontanée qu'il y a dans les forêts, notamment dans les trouées, d'arriver à trouver des indices qu'on a bien le fonctionnement habituel d'une forêt dans lequel ces auxiliaires sont présents. Je pense que la perspective n'est pas de commencer à faire des séquençages coûteux de sols ou de racines pour voir quels sont les microbes qui sont là. Je ne pense pas non plus qu'il faille introduire ces agents. Je pense qu'il faut avoir des gestes cohérents avec leur présence et ensuite avoir des évaluateurs globaux de la santé de l'écosystème forestier, comme par exemple quelle végétation compagne on a, comme par exemple des indices de croissance des arbres. Y a-t-il l'évolution biologique actuelle des arbres à l'échelle des temps contemporains? Deuxièmement, s'il y a l'évolution, à quelle vitesse cette évolution est-elle en cours?
Et la troisième question en corollaire est, mais dans quelle direction? Évolution à une certaine vitesse, mais où on va? Dans quel sens elle va? Alors je veux revenir un petit peu sur Adolphe Gournot et lui donner toute sa place, parce que c'est vraiment, je pense, le grand théoricien. Je vous ai mis tout un laïus sur sa conception de la sylviculture, mais en gros, pour lui, le suivi de l'accroissement, c'est le cœur de la sylviculture. C'est-à-dire que suivre un peuplement, c'est comme ça que petit à petit, on améliore ses connaissances. Et pour lui, chaque peuplement, chaque parcelle, chaque unité de gestion est un cas particulier. Et il y a certains pays qui appellent cette méthode la méthode des petits pas, la méthode expérimentale. Et on expérimente unité de gestion par unité de gestion, le bon niveau de volume, la bonne composition entre sapins, hêtres, épicéas, pour trouver une gestion optimale. Alors, en fait, à la FI, nous sommes des gestionnaires. Donc, lorsque nous recevons ici des groupes, ce n'est pas pour de l'expérimental. Nous recevons des groupes dans des forêts que nous gérons au quotidien. Nous sommes dans de la chênaie pure et dure, vous l'avez compris. Le premier critère était sa structuration irrégulière, donc constatée en 2021. Donc ça, c'est le premier critère, c'est ce qu'on pense être un bel exemple de structure irrégulière dans les chênaies. Et puis le deuxième critère qui a justifié cette parcelle d'être incluse dans le réseau AFI, c'est le taux de qualité. Donc les personnes qui viennent ici ne viennent pas voir des expérimentations, elles viennent voir du concret, du réel, pas des projections, pas de la sémantique, mais on leur montre vraiment ce qu'on essaie de faire et surtout on leur présente les résultats que nous en obtenons. Si l'AFI est d'abord un réseau d'experts forestiers, elle est devenue au fil du temps une véritable vitrine pour la gestion forestière en futaie irrégulière. La création du réseau donc, date de 1993, donc on a installé à cette époque-là les premiers dispositifs, donc essentiellement dans des peuplements de chênes, issus de taillis sous futaies. Et petit à petit, le réseau a grossi, s'est diversifié, et on atteint aujourd'hui près de 140 parcelles de référence, essentiellement en France, mais aussi donc à l'étranger, donc dans plus de 7 pays en Europe. Ces rencontres ont permis à l'ensemble des membres européens du réseau AFI de présenter les résultats des suivis forestiers à l'échelle de leur pays et d'engager de nouvelles collaborations et perspectives pour les prochaines années. En favorisant ce type d'échange avec les acteurs de la filière forestière française et d'autres partenaires forestiers européens, l'AFI renforce ainsi son réseau de parcelles de suivi hors des frontières. Le protocole AFI nous a permis de démontrer les bénéfices économiques d'une gestion irrégulière. Parce qu'en 2006, nous avons installé un dispositif InstaHealth. C'était un des tout premiers dispositifs à être installé au dehors de la France. Mais depuis ce moment-là, nous avons installé des dispositifs en Angleterre, au Pays de Galles et surtout en Irlande aussi. Les forêts en Grande-Bretagne en particulier et aussi bien en Irlande qui sont moins évoluées que les forêts sur le continent européen. Je sais que l'AFI, le réseau aussi s'est répandu plus au large, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, aussi en Allemagne et en Suisse. Cette dimension internationale permet à l'AFI de s'appuyer aujourd'hui sur un réseau de parcelles aux conditions très variées et essentiel à la compréhension des mécanismes d'évolution des peuplements irréguliers. Alors on a essayé au départ de couvrir des situations un peu différentes, des mélanges chênes, hêtres, des milieux plus humides, des milieux plus secs. Maintenant, au niveau du territoire national, quand on intègre des niveaux de dispositifs, on va plutôt chercher la complémentarité, c'est-à-dire quelque chose qui nous apporte un plus par rapport à ceux qui existent. Et évidemment, il y a un autre déploiement, c'est d'aller chercher dans des pays limitrophes. Donc on est allé en Suisse, en Belgique, Luxembourg, Allemagne, Angleterre, le Pays de Galles, Irlande, etc. Donc le fait d'ouvrir, ça permet d'avoir des climats différents, des situations différentes. L'objectif du réseau AFI et de ces parcelles de référence, c'est de caractériser la gestion sans l'influencer. C'est pour ça que l'intérêt aussi, c'est d'avoir une pluralité de gestionnaires qui évidemment
sont engagés dans la voie de la gestion en futaie irrégulière, mais qui ont tous une approche parfois un petit peu différente, des sensibilités particulières, mais qui se rejoignent sur des grands principes. Et donc, l'une des forces de ce réseau, c'est essayer de montrer ces complémentarités en termes de gestion. Donc ce dispositif, il a été choisi parce que, on vous l'a dit, grande richesse en espèces, comment gérer cette cohabitation, bonne répartition dans toutes les classes de diamètre, qualité, il y a pas mal de qualité aussi, donc c'était un peu une sorte de vitrine. Donc en termes ici de qualité, on a un tiers des individus qui sont de qualité A plus B. Par contre, on voit que si on se focalise sur les gros et très gros bois, on dépasse plus de 50% de la surface terrière qui est en qualité A plus B. Et la régénération est suivie. Il y a des secteurs où elle se développe très bien. Après les grands coups de vent, c'est clair que la régénération vient assez bien. Vous pouvez regarder là où nous sommes qu'il y a des petits chênes, qu'il y a des petits sycomores qui sont mangés par le gibier. Il y a des merisiers, il y a tout un ensemble de possibilités de renouvellement. Ça ne nous pose pas énormément de problèmes. Et comme d'habitude, je dirais que ce qui compte d'abord, c'est le peuplement qui est sur pied. La régénération doit être une conséquence de ce que nous pratiquons comme éclaircie. Alors dans le suivi AFI, on a un suivi comptable recettes-dépenses fourni par le gestionnaire. Mais on a aussi, en forêt, il faut absolument suivre l'évolution du capital. Au-delà de recettes-dépenses, il faut suivre le capital. La constitution de ce réseau à travers une hétérogénéité de parcelles représente aujourd'hui la force de l'AFI et démontre la capacité de résilience de ces types de peuplement face aux changements de demain. Alors nos systèmes en fait sont adaptatifs. Le respect de l'écosystème induit une plasticité de celui-ci pour le réorienter en fonction de nouveaux aléas ou de nouvelles contraintes, qui peuvent être climatiques, économiques, sanitaires. L'idée, c'est de ne jamais enfermer sa forêt dans un point de non-retour. On a pu perfectionner notre vision. On a vu que c'était très possible de prendre des plantations, de les transformer en forêt régulière. Ça nous a pris un moment. Mais après 20 ans, on peut voir que la forêt va être productive d'une façon tout à fait différente. On va produire du bois et on va produire ce bois d'une façon entièrement différente que si c'était des plantations qu'on a menées à des coupes à ras, et que maintenant nous avons une vision plus évoluée d'une forêt irrégulière, productive et aussi permanente aussi. C'est une forêt qui est permanente parce qu'elle est toujours là et à chaque intervention, la forêt, on est en train d'embellir la forêt.